Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le seul podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu parce que pour ceux qui me suivent un peu, vous avez pu remarquer que je me suis promené en Polynésie française et que je me suis transformé en Bob le bricoleur. Mais il se trouve qu'on est à 15 jours du French Rodon édition 2024. Alors, quelle meilleure manière de pouvoir reprendre un petit peu les podcasts que d'échanger autour de ce sujet de malade. Et pour ce faire, j'ai un invité de choix aujourd'hui en la personne de David Le Nouvel. Comment tu vas, Dave? Bah, écoute, ça va, ça me fait plaisir de reprendre les podcasts avec toi. Et oui, j'ai vu que tu avais bien voyagé et tout. C'est bien, toi. Tu profites bien. Ouais, moi Tu as pu bien voyager. Non, très content d'être là. j'essaie de pas trop me faire chier. Et puis en plus, on disait avant de démarrer le podcast que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, que la dernière fois qu'on a passé du temps ensemble, c'était sur une formation qu'on donnait et tu avais encore une prothèse de hanche toute fraîche et des béquilles. Et là, c'est un David Le Nouvel tout neuf que j'ai récupéré, qui est capable de woder, qui a des cheveux en argent et qui a un titre de malade, qui est directeur des sports du French Rodon. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que ça veut dire? Bah, ouais, c'est Dan qui m'a donné ce titre-là. Mais en gros, sur les French, tu as plusieurs blocs. Tu as la partie où il va y avoir tout ce qui est marketing, toute la partie sponsor, etc. La partie un petit peu plus organisation de l'événement. Et moi, je suis dans toute la partie plutôt sportive. Donc, cette année, je travaille main dans la main avec Gauthier, qui est ton acolyte normalement sur les podcasts. Donc, il m'aide énormément dans l'organisation, notamment des workouts et de l'organisation des entraînements et de la mise en place. Et cette année, du coup, on a la chance de travailler avec CrossFit Mayhem, que vous connaissez très bien, puisque c'est l'endroit où il y a la légende Rich Froning. Donc, cette année, on travaille en gros en équipe de 3 et on met en place les entraînements. Et à partir de là, bah, ça va en découler sur les scorecards, les briefs des entraînements, les vidéos des entraînements pour que justement les personnes cette année elles soient dans un truc où quand elles arrivent sur l'événement, elles soient de la meilleure manière préparée possible. T'as dit Gauthier, c'est ton alcoolique? Ouais, exactement. Ouais, j'ai bégayé un peu, j'ai fourché un peu. C'est ton alcoolique, c'est ton acolyte du coup du podcast. Et ouais, cette année, c'est mon alcoolique au French, exactement. C'est lui Moi, qui j'allais dire, m'accompagne sur les boissons. parce qu'à mon avis, des deux, entre Gauthier et moi, c'est moi l'alcoolique. Mais bon, peut-être que je m'avance, c'est comme un mec du Nord. C'est vrai, mais c'est peut-être ce qui ne Donc, fait ouais, pas les séminaires avec toi le week-end. C'est pour ça. bah, exact, exact. Donc, il peut pas sombrer. Mais quoi qu'il en soit, du coup, pour revenir un petit peu pour ceux qui écoutent le podcast, pour nous, il y a des tas de choses qui semblent évidentes lorsqu'on parle du French. Mais en fait, vu de l'extérieur, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont finalement que peu d'informations, ok, qui transpirent autour de l'événement. Donc, pour être très clair, le French Rodon est une compétition qui a été organisée entre autres par CrossFit Louvre, mais par d'autres acteurs au fur et à mesure que les années ont passé, et ça depuis allez, 2013, et on pourrait remonter à 2012 si on compte l'année où on travaillait en collaboration avec Reebok. Mais c'est un événement qui, par le passé, n'avait été qu'une seule fois qualificatif pour les CrossFit Games, quand c'était un Sanction Event. Tu me rappelles en quelle année c'était? Alors, ouais, on était en Functional Event en 2019. Il y avait à l'époque 16 compétitions qui étaient Functional Event et on avait la chance d'en faire partie. Donc, on avait qualifié une fille, un garçon et une équipe. Yes. Et j'en place une, mais quand même pour dire que l'un de mes regrets par rapport à cette édition, c'est que ça aurait dû être la première année de qualification de Manon Angonèse. Et malheureusement, le destin a fait qu'il en a été autrement. Cela étant dit, ça lui a donné de la force pour se qualifier par la suite. Mais donc, quoi qu'il en soit, les choses ont beaucoup évolué au sein de chez CrossFit, dans le système mis en place pour aller se qualifier au CrossFit Games. Et cette fameuse étape qu'on appelait avant les régionaux, qui est un peu l'équivalent du championnat d'Europe. Et donc, cette année, pour la première fois, c'est le French Rodon qui a été choisi pour, du coup, redevenir une étape de qualification. Mais qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça veut dire que la compétition que tu organises avec Gauthier en collaboration avec la programmation de Mayhem, est-ce que c'est cette compétition-là qui rend qualificatif pour les CrossFit Games? Alors du coup, bon, pour reprendre à zéro, en fait, cette année, c'est vraiment la première année qu'ils font ça, CrossFit. Ils font les demi-finales. Donc, c'est les demi-finales. Ils nous ont donné tous les scripts, etc.
mais c'est nous qui organisons et qui mettons tout en place, le recrutement des bénévoles, la mise en place du matos, la mise en place du floor, etc. Donc ça sera du coup la partie demi-finale qui aura lieu à l'intérieur du dôme de l'Arena et du LDLC. Donc ça sera la partie où il y aura les 40 individuels, les 40 hommes et femmes. Et ensuite, il y aura la même chose pour les équipes. Donc ça, c'est la partie semi-finale, donc les personnes qui sont qualifiées après avoir effectué les Open, les quarts de finale. Par ailleurs, à côté, on aura ce qu'on appelle le cube, où dans cette partie-là, on aura la partie communautaire. Dans la partie communautaire, du coup, c'est des personnes qui ont fait les qualifications, les qualifications qui ont eu lieu en mars et, et en avril pour les équipes, où justement ces personnes-là sont qualifiées avec du RX, du intermédiaire et du scale, et ça sera une partie qui sera vraiment différente et dissociée des demi-finales, mais on a fait en sorte que ça soit des événements qui chevauchent un petit peu pour faire en sorte que les athlètes ou les supporters ils aient l'opportunité d'aller voir un maximum des événements des deux côtés, en sachant que les deux zones elles sont très proches l'une de l'autre, elles sont à 20 mètres l'une de l'autre, puisque c'est deux bâtiments qui sont accolés et qui se rejoignent. Donc, ça va être très simple et très facile pour les personnes de venir voir ça. Maintenant, pour revenir un petit peu sur les demi-finales, c'est pas comme quand les demi-finales étaient accueillies par notamment Strength in Def, etc., où c'était eux-mêmes qui organisaient les entraînements et tout. Là, c'est des vraies demi-finales, comme il y avait dans le passé, ou comme ça ressemblait aux régionaux à notre époque. C'est vraiment les entraînements qui sont faits les mêmes partout dans l'ensemble du monde entier. Donc, toutes les compétitions qui sont partenaires comme nous, le French. Et en fait, on est simplement host des demi-finales. Donc, on accueille les demi-finales, c'est nous qui l'organisons. Mais après, tous les entraînements, les briefs, la manière de fonctionner, la manière dont va être délivrée la compétition de la partie, je dis bien demi-finale, c'est fait exactement par CrossFit en fait. Enfin, c'est nous qui l'organisons, mais c'est la direction qui est faite par CrossFit. Ouais, donc c'est top, on est dans une situation hybride parce que par le passé, CrossFit a tenté plein de formules. Donc les anciennes formules, pour ceux qui suivent les CrossFit Games depuis longtemps, c'est ce qu'on appelait les fameux régionaux. Donc des compétitions où CrossFit euh, mettait la main à la poche, mettait des moyens humains pour organiser du coup une compétition standardisée avec différentes étapes. Donc il y avait les États-Unis, il y avait l'Australie, il y avait l'Europe, parfois sur une seule ville, parfois sur deux villes, comme ça a pu être par le passé. Moi, j'ai travaillé au sein des régionaux. J'étais juge et directeur d'une équipe de juges. Et fin 2018, finalement, cette manière de travailler s'est interrompue, notamment pour des raisons budgétaires, parce que Greg Glassman, à l'époque, trouvait que ça coûtait énormément d'argent. Et ensuite, ils ont cherché d'autres formules. Et donc, sur les années précédentes, tu as évoqué du coup les demi-finales de Strength in Depth, celles qui ont permis notamment, par exemple, à Willy de redécrocher son billet d'entrée pour les Games ou à Guillaume Briand Il avait gagné. d'aller accrocher sa première victoire. Et également, on peut penser à la même année, on avait du coup aussi une date lors des Lowlands Rodon, où là, c'était une situation un petit peu hybride, dans le sens où c'était la compétition organisée avec une légère collaboration de la part de CrossFit, dans le sens où ils avaient un droit de regard un peu sur la programmation. Ils avaient aussi un de leurs employés qui venait pour observer un petit peu l'event, ce qu'on appelait le competition liaison, qui est un rôle qui existe toujours. Mais du coup, Ouais. cette fois-ci, on avait perdu ce côté standard, ce qui faisait que un Américain et un Australien et un Européen n'allaient pas vivre la même demi-finale pour tenter de se qualifier aux Games. Et on sait que ça a pu être challengeant aussi pour l'équipe organisatrice des Games, pour s'assurer d'avoir bien certains prérequis avec les athlètes. Et l'année dernière, finalement, on est repassé encore à un autre système de la part de CrossFit, où cette fois-ci, ils ont tenté de déléguer l'intégralité de l'organisation du coup d'un événement. En l'occurrence, la dernière, c'était à Berlin. Tu y étais, toi, à Berlin l'an dernier, Dave? Non, j'ai pas pu venir, je bossais malheureusement. Ok. Et là, c'était vraiment Moi, j'y CrossFit qui étais. l'organisait du coup. Yes. Et moi, j'y étais à cet event à Berlin. J'ai même coaché quelques classes. Et c'était vraiment cool en termes de spectacle. Mais là où ce qu'il y avait parfois de challengeant, c'est que c'était un événement qui avait été créé, quand je dis à partir de rien, qui n'avait pas d'histoire. C'est-à-dire que voilà, c'était juste tenez, les demi-finales arrivent ici en 2023. Il n'y a pas d'histoire. On va les organiser ici. Ça va être top. Mais ça a été challengeant pour les organisateurs de trouver les bénévoles, de trouver les systèmes pour que ça fonctionne, d'opérer un lieu qu'ils ne connaissaient pas, avec une équipe un petit peu constituée, je ne vais pas dire à la va-vite, mais constituée dans l'urgence de l'événement. Et donc, du coup, cette année, je pense que CrossFit, moi, c'est que mon opinion, je pense qu'ils ont trouvé la bonne formule. C'est-à-dire que la bonne formule, c'est de conserver une programmation standard pour tous,
parce qu'en plus de ça, c'est ce qui permet aussi d'avoir un peu d'intérêt pour le sport, tu vois, on le sait très bien. On sera sans doute, on va être dans la première volée des demi-finales, on sera les premiers week-ends de Ouais, demi-finale. on est les premiers, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ça veut dire que finalement les athlètes qui vont se frotter à ces WOD et qui sans doute vont décrocher leur qualification, vont avoir l'occasion de poser un certain standard. Sur les semaines suivantes, les athlètes vont avoir l'occasion de plus les driller, les préparer, les events, et donc on risque de voir des choses intéressantes, même si on a pu voir que le niveau Europe est très relevé, donc c'est pas dit que les autres Notamment athlètes chez les parviennent. femmes. Yes, c'est hyper relevé. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est un truc qui est chouette d'avoir ce côté-là parce que ça peut permettre de comprendre un peu les forces et les faiblesses des athlètes avant les CrossFit Games et ça peut créer de l'intérêt. Mais de l'avoir fait en plus au sein d'une organisation qui existe maintenant depuis 12 ans, qui est la nôtre, hein, par toute transparence, parce qu'on sait très bien qu'on travaille toi et moi sur le French avec tout le reste de l'équipe depuis maintenant plus de 12 ans. Mais ça fait aussi qu'il y a un héritage. Il y a une histoire, il y a des gens qui vont être présents avec nous, qui sont là depuis plus de 10 ans, et c'est sécurisant quelque part par rapport à l'organisation de l'événement en termes de montée de stress et compagnie. Moi, cette année, j'ai pris peu part à l'organisation en amont de l'événement, mais j'ai aucun stress sur le fait qu'arrivé au lundi à la LDLC, voilà, tout va dérouler parce qu'on a les automatismes. Euh, C'est ça l'idée. Ouais. Donc, donc toi, qu'est-ce que, pour commencer, est-ce que tu n'es pas, par contre, de ton côté, en tant que programmeur, est-ce que tu n'es pas un peu frustré de ne pas avoir eu l'opportunité d'avoir eu ce qu'ont eu les organisateurs des Lowlands ou de Berlin, bah, toi, de programmer ce qui aurait pu être une demi-finale pour aller au CrossFit Games? Est-ce qu'il y a des choses d'ailleurs que tu n'as pas programmé, par exemple, pour le community event, mais que tu aurais aimé programmer si tu avais eu la main sur ce qui va être les demi-finales? Bah, pour répondre à toutes les différentes questions, la première chose, c'est que non, il n'y a pas de frustration parce que je pense qu'au contraire, la bonne chose pour nous qui travaillons à l'intérieur, donc dans l'organisation, encore une fois, moi, je ne travaille pas tout seul, j'ai toute une équipe avec moi et le fait d'avoir la partie demi-finale, ça permet d'avoir de l'expérience parce que la manière dont ils travaillent, la manière dont ils travaillent depuis de nombreuses années, parce que les games, ça existe depuis 2007, donc ils ont beaucoup plus de retours par rapport à nous, ils ont beaucoup plus l'habitude d'organiser des événements, etc. Et notamment le fait d'organiser des événements qui ne sont pas chez eux. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont commencé à organiser les régionaux, ils organisaient les régionaux, mais à distance. Donc, ils récupéraient une personne, notamment, j'ai oublié son prénom, le blond, là, qui était de Copenhague, là, qui justement récupérait l'équipe des régionaux Ah, et après, l'organisait tout sur place. Et après, ils Michael, ont switché, ils ont différents. Ouais, Mais c'est possible. Ouais. Michael Dusinius, un truc comme ça. Ouais, je Le crois mec que de c'est Pure ça. Et après, Pharma. du coup, il y a eu le. Oui, c'est ça, exactement. Et après, il y a eu Max, là, la personne de Germanie. Mais bref, ils sont plusieurs, du coup, finalement, à faire ça. Et en fait, en prenant toutes ces personnes-là et en prenant, du coup, le retour d'expérience qu'ils ont eu dans les différentes années, nous, ça nous a permis cette année de récupérer tous les retours d'informations et voir un petit peu comment ils mettent en place certaines choses et d'adapter ça aussi du côté communautaire. Donc, certes, on pourrait avoir une certaine frustration parce qu'on aurait bien aimé se dire, OK, on aimerait faire tester les athlètes sur ça et ça et ça. Mais je pense qu'il n'y a pas mieux que d'avoir CrossFit eux-mêmes qui programme la compétition. Et tu vois, sur le premier appel qu'on a eu avec Bosman, la première chose qu'il a dit dans l'appel, c'est voilà, là, cette année, il y a un certain nombre d'events pour les individuels, il y a un certain nombre d'events pour les teams. Et il y a beaucoup moins de volume par rapport à ce qu'il y a pu avoir dans le passé, notamment ce qu'il y a au game. Ils ont 5-6 events au max. Ils avaient aussi 5-6 events avant, mais là, c'est vraiment condensé. Par exemple, les individuels, ils vont avoir un seul event le premier jour. Et en fait, bah, ce qu'il a demandé, c'est voilà, nous, on veut mettre des WOD simples, des choses qui sont accessibles, mais par contre, on veut que ça soit des choses où ils aillent chercher dans l'intensité. Et ça ne sert à rien de faire des compétitions et de mettre un max de volume. Et nous, par exemple, peut-être en 2019, on avait mis pas mal de volume et je sais que les athlètes, c'est ce qu'ils se souviennent actuellement. Donc, ce n'est pas un retour négatif, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils se souviennent. Maintenant, nous, ça nous a permis au contraire de se focus sur notre programmation du côté communautaire et d'aussi ajuster la programmation par rapport au niveau qui était donc du coup en RX et non plus élite. Donc, ça nous a permis de mieux adapter, notamment au travers des catégories intermédiaires, scale et toutes les catégories master qui en découlent aussi. Et la même chose du côté des teams. Donc, ça nous a permis aussi d'adapter vachement plus ce côté-là, où avant, on basait notre programmation sur un niveau qui est quand même élite, sur des athlètes top prêts à se qualifier en semi-finale ou des athlètes qui avaient effectué les demi-finales, comme plein de fois les années précédentes. Et là, ça nous a permis justement de réajuster la programmation et de faire quelque chose de plus accessible encore, mais en challengeant quand même les athlètes, puisque là, il y a quelques jours, on a annoncé notamment qu'on avait mis un nouveau mouvement qu'on n'avait jamais vu avant, qui sont les handstand shoulder tap et les handstand pirouette, quelque chose qu'on n'a pas fait avant, quoi. Donc, pour répondre à ta question, non, il n'y a pas de frustration par rapport à ça. Et au contraire, moi, je le vois plutôt
comme une manière de permettre au French de grandir beaucoup plus sur notre manière de fonctionner, notamment pour les prochaines années. Je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu dis, sur le fait que finalement d'avoir la vraie compétition, enfin la compétition, élite, tu vois, véritable, ce qu'on appelle en anglais le tip of the spear, finalement c'est libérateur parce que je pense dans la programmation du French, historiquement, on a souvent eu un peu le cul entre 2 chaises dans les catégories élites, dans le sens où on se retrouvait très souvent avec, des élites entre guillemets, j'allais dire débutantes, mais des gens qui sont vraiment en train de monter, qui étaient très forts, en même temps entouré par beaucoup d'athlètes qui potentiellement, soit étaient qualifiés au CrossFit Games, soit avaient raté une qualification au CrossFit Games de pas loin et donc notamment dans la détermination des charges, ça soulevait, beaucoup de challenges et moi j'ai plein d'images, d'athlètes parfois bloqués sur des charges challengeantes, que ce soit à Charletti avec, tu te rappelles les gros soulevés de terre où, certaines filles n'étaient pas capables de décoller la Ouais, je me barre, souviens très bien. que ce soit en 2019 avec le shoulder to overhead, avec la grosse dumbbell qui en a cogné plus d'une, même si en l'occurrence, une nouvelle fois, Manon Angonez avait brillamment réussi ce travail-là, ou que ce soit l'an passé sur le heavy snatch ladder ou le heavy clean and jerk ladder, où donc finalement le test était toujours bon parce que les meilleurs, eux, ça leur permettait du coup d'aller chercher une performance qui faisait la différence avec les autres, mais où en termes de spectacle, parfois on se retrouvait à bloquer certains athlètes un peu prématurément. Et c'est cool de se dire qu'avec maintenant des niveaux plus clairement définis, on peut aussi embrasser complètement le challenge de faire du RX avec peut-être, je pense aux charges, mais ça peut être d'autres types de skills ou de difficultés adaptés pour avoir un spectacle qui est cool. L'autre chose aussi, c'est que sans divulguer d'informations confidentielles, moi j'ai eu que des bruits de couloir. Bon, tu t'en doutes, j'ai mes petites infos. Mais ce que je trouve intéressant aussi avec l'ajustement du volume, c'est que ça répond aussi, à mon avis, à un autre enjeu, notamment pour les spectateurs. Et cet enjeu, c'est d'assurer un beau spectacle. Et très souvent, les compétitions de CrossFit, c'est pas toujours lisible, on comprend pas tout. Qu'est-ce qui se passe, qui est en tête, qui est derrière, les events s'enchaînent. Et là, de ce que j'ai pu voir, en tout cas pour les semis, ce qu'il y a de cool, c'est qu'avec l'agenda qui a l'air d'être proposé, il y a de la matière à voir chaque jour, mais en même temps, il n'y en a pas trop. Et même à la lecture des épreuves qui seront sans doute dévoilées, à mon avis, semaine prochaine par les patrons de chez CrossFit, le fait d'avoir une programmation, comme dit Adrian Bozman, qui est simple, c'est aussi potentiellement une programmation qui est plus lisible quand tu la regardes de l'extérieur et qui te permet du coup plus facilement de déterminer qui est en tête, qui est devant, qui est derrière. Et ça, je pense que c'est très cool pour assurer le spectacle. Et le spectacle, à mon avis, va être à la hauteur cette année. Ouais, ouais, complètement. Nous, on a eu la chance donc, de voir les entraînements et on a eu tout un brief avec Adrian Bozman pour justement anticiper le judging et les positions des juges, etc. Mettre les équipes en fonction du nombre de juges dont on a besoin, etc. Et franchement, clairement, ça va être très sympa pour les spectateurs et ils vont vraiment se régaler, que ce soit sur le streaming live où tu vas commenter, si je dis pas de bêtises, ou sur la partie directement sur le floor, parce qu'on attend quand même un paquet de supporters. Donc, ils vont vraiment passer un bon moment là-dessus. Ça va être vraiment cool. Ouais, pour bondir sur le stream, donc il y avait toujours pas mal d'incertitudes parce qu'il y aura un vrai stream officiel de ce qui va se passer au niveau des semi-finales organisé par CrossFit avec leurs présentateurs habituels, Sam Moodland et autres. Maintenant, moi, je vais avoir l'occasion de travailler encore avec Mims, notamment sur la journée du samedi et du dimanche pour streamer ça en direct. Il y aura pas a priori de stream sur la journée du vendredi, mais c'est ce qui va nous permettre aussi à Myriam et à moi de bosser sur d'autres sujets autour de la compétition, notamment organiser une série d'interviews avec grand plaisir d'Adrienne Bozman, qui est vraiment quelqu'un qui mérite d'être, entre guillemets, d'être découvert par la communauté française, qui le connaissent peut-être que peu ou qu'au travers des annonces de l'Open et de 3 vidéos de CrossFit, mais aussi, du moins je le souhaite, pas mal de behind the scene, ok, sur toute l'installation, sur l'avant compétition, etc. Donc ça, c'est cool. Euh, L'autre chose aussi, c'est que tu as évoqué du coup la compétition élite, la compétition communautaire, et donc juste pour que les gens comprennent bien, néanmoins quand ils vont venir donc au niveau de la LDLC, c'est un seul énorme event auquel ils vont assister. La seule chose, c'est que physiquement, au sein de l'arène, il y aura un endroit dédié à la communauté et un endroit dédié aux semi-finales. Ouais, complètement. En gros, pour revenir, la LDLC, du coup, c'est une salle au départ de basket. D'accord. Donc, ça, c'est un petit peu comme
le stade de Bercy, mais en plus petit en fait. Donc en gros, quand ils vont arriver sur le parvis, il va y avoir tous les sponsors qui vont être disposés. Donc il va y avoir tous les sponsors et le Vendor Village. Donc là, il va y avoir plein d'animations. Et cette année, en étant une demi-finale, on a eu énormément de demandes. Donc on va avoir un paquet de sponsors, etc. Donc l'équipe avec Romain et Jordan, là, ils ont vraiment travaillé dur pour faire grossir cette partie-là. Donc ça va être très sympa pour les personnes qui vont venir. Sachant qu'on aura les deux sponsors des games, donc Northern Spirit et Gorok, qui seront là avec des gros stands. Et Rogue aura un stand aussi cette année. Après, quand ils rentreront dans l'aréna, en fait, ça va rentrer comme dans une salle de concert un petit peu. Et en fait, dans l'aréna, après, tu rentres dans le LDSC, donc dans la grande salle de spectacle, où il y aura notamment du coup les semi-finales. Donc là, sur les semi-finales, ça va être le floor principal. Et derrière, il y aura la zone d'échauffement des athlètes individuels qui sera cachée par un grand rideau. Et après, en fait, quand on ressort de cette zone-là, en fait, on aura un petit peu de marche. Et là, on arrivera dans le cube. Donc, en fait, le cube, c'est une salle qui est accolée en perpendiculaire à la salle de la LDLC, où à l'intérieur, en fait, on aura fait monter une tribune de 500 places, plus tous les côtés qu'il y aura. Et là, il y aura donc 2 rigs d'installer pour la partie communautaire, où en fait, on fera passer les catégories en même temps. Donc, il y aura la catégorie des femmes, par exemple 35-39, et ensuite, il y aura les hommes 35-39 qui feront le même entraînement en même temps, et ils seront par 16 et 16 en fait, pour expliquer un petit peu mieux la mise en place. Yes. Et ça, mine de rien, ça a dû être du challenge parce que quand on quitte un endroit comme le Vélodrome, où on avait la chance d'avoir 3 zones d'entraînement simultanées, où là maintenant on se retrouve à opérer du coup finalement plus qu'avec une zone quelque part. Si on pense, on peut compter 2 si on pense aux élites. Comment est-ce que vous avez abordé ce challenge avec Gauthier et l'équipe de Mayhem? En fait, cette année, du coup, nous, on était parti du principe, avant même de savoir où on allait faire les French, qu'on voulait réduire le volume par rapport à l'an dernier. L'an dernier, du coup, et les années précédentes, la majorité du temps, les athlètes élites et RX, les inters, pas tout le temps, mais la majorité des catégories faisaient entre 2 à 3 WOD. Donc là, cette année, on a vraiment dit, OK, on fait simplement 2 WOD. On veut un WOD le matin, un WOD l'après-midi. Et on a fait en sorte d'avoir dans la programmation tous les formats et les durées de temps pour qu'on ne se retrouve pas à avoir une compète où on fait que des sprints, en fait. C'est pas du tout l'objectif. Là, l'objectif, c'est vraiment de toucher à tous les domaines de temps et à toucher à que ce soit de la force ou de la gymnastique en complexe, etc. Donc là, le challenge, clairement, c'était vraiment d'arriver à caser toutes les catégories et que tout le monde passe pour pouvoir passer justement sur le floor. Donc là, on est disant, oui, les élites, donc ça nous enlève quand même quelques vagues, hein, les élites, du coup, vu qu'ils sont passés en semi-finale. Mais en enlevant ça, tu as quand même un petit paquet d'athlètes qui continuent à bouger. Et du coup, en réduisant les events, en étant à 2, ça permet justement de proposer des events qui sont très sympas et très visuels pour le public. Et également, ça permet aux athlètes de se challenger, d'avoir une programmation qui est diversifiée et qui permet d'aller toucher un petit peu, comme je disais, dans tous les spectres du fitness. La bonne chose cette année, c'est qu'on est associé du coup à Taco Time, qui sont une entreprise de Marseillais. Et en fait, ils proposent cette année, du coup, d'avoir un affichage visuel. Ouais, les Marseillais. Ils jouent ce soir, les Marseillais, d'ailleurs. Et ils proposent d'avoir l'affichage des entraînements sur des grands écrans. Donc, en fait, cette année, on va avoir le côté encore plus visuel dans la partie communautaire où on va avoir justement le suivi des athlètes. Donc, ça permettra dans le public de savoir qui est numéro 1, qui est numéro 2, qui est numéro 3, etc. Et on a fait un maximum le plus possible le fait de faire bouger les athlètes sur le floor pour qu'ils se déplacent et qu'on voit qui est premier, qui est deuxième. Donc, il y a certains entraînements où ils vont un peu moins bouger que d'autres, mais la majorité des entraînements, ils vont se déplacer, etc. Les tapis de départ, les tapis d'arrivée sont toujours les mêmes, donc ça va être vraiment assez simple de compréhension pour tout le monde. Ça n'empêche, c'est une bonne opportunité pour Taco Time parce que s'ils arrivent, quand tu as dit une entreprise de Marseillais, on dirait une entreprise de feignants, alors que pas du tout. Mais s'ils Je vois arrivent à pas tirer l'accent. leur épingle du jeu, mine de rien, devant Adrian Bosman ou autre, ça pourrait être cool parce qu'il y a quand même un gros enjeu de trouver des solutions techniques pour rendre pareil les épreuves plus lisibles. Est-ce que est-ce que, est-ce que la compétition communautaire, est-ce que c'est aussi l'opportunité pour toi ou est-ce que ça a été pour toi l'opportunité de cette année avec du coup ces 2 rigs en face à face, cet espace un peu différent des autres années? Est-ce que ça a été l'opportunité pour toi de revoir ou de repenser le flow des events pour les équipes? Parce que moi, l'un des enjeux, sur le French, sur les autres années, ça a toujours été la programmation pour les équipes et aussi le déroulé des WOD, notamment sur les zones extérieures parfois plus petite, un peu plus limitée en termes d'espace. Est-ce que du coup cette année, vous avez pu penser les choses un peu différemment ou bref, qu'en est-il des équipes quoi? Oui. Alors, déjà, le fait de travailler avec de nouvelles personnes, notamment,
en ayant Gauthier à proprement parler dans la partie programmation, en ayant Mayem dans la partie programmation, ça a permis justement d'avoir des idées complètement différentes par rapport à d'habitude. Pas que les idées d'avant n'étaient pas bonnes, hein, c'est pas ça, mais simplement pour varier, changer, avoir une approche différente, sachant qu'aussi on a certains types de matos qu'on n'a pas forcément la possibilité d'avoir comme on aurait pu avoir les autres années, comme un Worm par exemple, qu'on n'utilisera pas cette année dans la partie communautaire. Mais au contraire, ça nous a permis d'aller un petit peu plus loin. On s'est beaucoup plus inspiré par rapport à ce qu'il y a pu y avoir sur les games dans les différentes dernières années, ce qu'il y a pu y avoir notamment au WZA qui ont eux aussi des floors qui sont quand même assez petits, où les gens ils bossent à trois et ils doivent faire pas mal de petites choses, etc. Donc nous, on a vachement travaillé et on s'est creusé la tête pour que les équipes cette année ils aient une vraie programmation à proprement parler et qu'on arrive à aussi bien challenger les catégories qui sont scale en team, par exemple, ou les catégories donc RX en team, en utilisant un travail beaucoup plus de synchro, en travaillant sur un travail de paires qui bougent en même temps et ensuite une autre paire qui bouge en même temps, avoir quelques relais aussi. En fait, on a essayé de vraiment toucher toutes les variantes que pourrait avoir notamment un travail en team pour que la finalité des 3 jours, ils aient pu toucher à tout. Donc, comme je disais, que ce soit du synchro, que ce soit du travail en relais, donc c'est-à-dire un athlète qui fait tout le WOD et puis après un deuxième qui fait tout le WOD, etc. Ou encore le travail où on est à deux, toi et moi par exemple, et on se déplace et on effectue un certain nombre de handstand push-up et on se déplace sur un autre atelier, etc. Sachant que cette année, du coup, on a 16 places sur le rig d'un côté, 16 de l'autre. Là, on a fait en sorte de mettre les équipes seulement sur 16. Donc, ça veut dire que ça divise par deux l'espace. Donc, ça permet d'avoir beaucoup plus d'espace pour les faire bouger. Donc, on a l'opportunité de les faire travailler sur des choses qu'on n'avait pas eu forcément le cas avant, puisque là, on a 2 couloirs pour une seule équipe. Donc, ça nous permet de faire bouger les athlètes en même temps, par exemple, sur des exercices avec des barres d'haltérophilie ou ce genre de choses, quoi. Donc, ça va vraiment être sympa et assez cool. Et on a un nombre de juges qui nous permet aussi de faire avoir un juge sur un atelier et un juge sur un autre atelier, un petit peu dans l'exemple des semi-finales. Donc, ça permet de créer une programmation beaucoup plus riche et beaucoup plus diversifiée. Est-ce que ça, c'était quand même l'un de nos enjeux aussi, quand on a su qu'on allait devoir se déplacer, quitter la région parisienne, au moins pour l'édition 2024? Parce que pour que vous compreniez, l'un des enjeux de cette année, c'était de trouver une arène disponible alors qu'on commence à s'approcher dangereusement des Jeux. Donc, si les French avaient dû se dérouler au mois de juin, on n'aurait sans doute pas pu rester en Île-de-France, il aurait fallu qu'on s'exporte. Et puis finalement, l'opportunité de pouvoir devenir la demi-finale nous a permis de reprogrammer au mois de mai, donc finalement c'était pratique, mais il n'empêche que en prenant cette décision de partir pour une nouvelle arène, c'est-à-dire que là vraiment, on a parlé, on a dit c'est un Bercy en plus petit. Il faut comprendre, le French Rodon en 2013, on le faisait à l'INSEP dans l'équivalent d'un grand gymnase. Aujourd'hui, on est dans la salle de concert et de spectacle la plus récente et la plus neuve de toute l'agglomération lyonnaise. Okay, c'est vraiment une salle de malade avec Ouais. tous les moyens techniques les plus modernes. Mais donc, néanmoins, l'un des sujets, c'était de savoir est-ce qu'on allait être en mesure de trouver autant de bénévoles que ce qu'on allait avoir, ce qu'on avait pu avoir par le passé à Paris. On était là depuis plus longtemps, on était plus dans la sécurité. Est-ce que de ce côté-là, notamment du côté des juges, est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé finalement sans accroc? Alors non, au contraire, enfin oui, au contraire, ça s'est passé sans accroc parce que étant donné qu'on était une demi-finale, on a eu énormément de candidatures de bénévoles, pas que en France, mais énormément d'étrangers. Donc nous, sur la partie, on a séparé vraiment les bénévoles qui vont être du côté de la demi-finale et ceux qui seront de la côté communautaire. C'est vraiment 2 équipes qui seront différentes, qui seront gérées par des chefs d'équipe qui seront différents, notamment pour les juges. Pour les juges, par exemple, on s'est organisé sur le fait de prendre des personnes qui avaient de l'expérience sur les semi-finales, sur les régionaux, sur les sanctionnel events ou qu'on jugeait dans les grosses compétitions comme Wodapalooza, etc. Malheureusement, on ne pouvait pas prendre tout le monde. En juge, on en a pris que 46, donc c'est pas énorme, sachant qu'on va avoir des chefs d'équipe juges comme tu as pu le faire avant. Donc, tu en enlèves déjà 4. Donc, en fait, on va avoir des juges qui vont bosser tout le week-end. Donc, ça, c'est plutôt pour la partie demi-finale. Sur la partie communautaire, on a repris des juges qui étaient là les années précédentes. Donc, pareil, on a eu énormément de demandes, donc on n'a pas pu malheureusement prendre tout le monde. Donc, on a pris ceux qu'on connaissait, etc. et qui ont déjà fait les French sur les années précédentes. Et en fait, ça a fait un nombre de juges. Et derrière ça, on a repris des juges en plus qui, eux, s'occuperont et seront avec Taco Time, du coup, sur la partie annotation, en fait, du nombre de répétitions sur chaque athlète, en fait, pour permettre d'avoir un visu sur l'écran, en fait, et sur l'écran, en fait, et savoir à la fin, en fait, qui est premier, qui est deuxième et tout ça.
Donc, sur le recrutement des bénévoles, au départ, ça avait l'air un petit peu plus difficile, mais finalement, ça s'est retrouvé assez simple. Donc, on a eu un petit peu de chance par rapport à ça, le fait d'être aussi une demi-finale, hein, c'est sûr. Puis en plus, bon, on va pas se mentir, il y a aussi une communauté à Lyon maintenant de boxe de CrossFit aussi qui est très solide. Et puis ils ont aussi la culture quand même du sport de CrossFit, que ce soit notamment au travers de CrossFit Genas, mais c'est pas les seuls. Donc je pense aussi que ça doit quand même aider pas mal. Ok, autre sujet moi, qui, je pense, était un petit peu dans l'esprit de tout le monde à l'approche des French, c'était quand même l'impact sur le niveau des qualifications, du fait qu'on accueille également la demi-finale. Il y a beaucoup de participants qui redoutaient de voir du coup le niveau des catégories augmenter, à savoir, ok, j'ai pas le niveau d'aller en semi, donc je vais tenter du coup la qualif en RX. Pour commencer, est-ce que ça s'est vérifié? Ok, et de deux, de manière générale, comment se sont passées les qualifications du French, puisqu'on sait très bien, toi comme moi, que c'est toujours un moment délicat, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours abordé de manière un peu old school. Alors, cette année, déjà, le premier challenge, c'était de trouver les bonnes dates. Parce qu'il faut qu'on ait assez de temps pour pouvoir organiser les personnes qui vont être qualifiées pour gérer les pancartes, les welcome packs, leur donner leur invitation et tout ça. Donc, d'habitude, nous, les qualifications, elles sont mi-avril. Après, on a tout fin avril où on fait les équipes. Et à partir de mai, on sait déjà qui est qualifié. Donc, on a tout le mois de mai et tout le mois de juin pour avoir la finale qui a lieu en juin. Là, cette année, c'est différent. Donc, on est mi-mai. Sachant que là, on devait gérer la partie semi et la partie communautaire, il fallait caler des qualifications à un moment donné. Donc, en fait, on a regardé un petit peu parce que cette année, il y avait les Open, il y avait les quarts de finale. Cette année, en plus, qui englobaient beaucoup plus de personnes parce qu'on prenait 25% de personnes. Donc, c'est énorme. Enfin, c'est pas nous qui les prenions, mais les quarts de finale prenaient 25% des personnes qui étaient inscrites finalement. Donc, ça fait quand même un petit paquet de personnes. Puis derrière, il y avait les quarts de finale en équipe. Donc, ça faisait énormément de dates. Plus, par exemple, si on prend l'exemple de Mélodie qui avait fait les quarts de finale en équipe et après qui va faire les demi-finales aussi, encore une fois, sur un week-end. Donc, ça fait presque tous les week-ends une compète. Donc, nous, on a décidé du coup de réduire. On a réduit, on a pris le délai de date qui nous permettait de rien avoir. Donc, ça, c'était juste fin mars. Et donc, fin mars, on a proposé d'avoir 3 entraînements. Cette année, les entraînements, on les a vraiment élaborés de la manière différente. On les a élaborés très tôt dans l'année. On les a élaborés en septembre, on les a testés, retestés, on a fait plusieurs fois, notamment les scorecards, etc., pour vraiment proposer quelque chose de très carré et très précis. Et à partir de là, on a eu les 3 workouts qui ont été annoncés directement. Au préalable, on proposait d'avoir 2 entraînements, puis 2 entraînements sur 2 semaines différentes. Donc ça changeait vraiment les habitudes des athlètes. Donc cette année, on a eu forcément un petit peu moins d'inscrits sur les personnes parce qu'on avait des catégories en moins. Mais par contre, on avait pas mal de personnes qui étaient dans chaque catégorie, quoi. Donc voilà. Après les qualifications, du coup, sur la partie individuelle, c'était ça. Et sur la partie équipe, c'était au mois d'avril où on a attendu que les quarts de finale équipe soient passés pour justement proposer les quarts de nos qualifications qui étaient en équipe. Où cette année, pareil, on a réduit un petit peu le volume d'entraînement parce qu'on en proposait peut-être un petit peu trop au préalable. Et là, on a proposé 4 entraînements cette année où chaque athlète faisait les 4 entraînements, mais après pouvait faire des variantes d'entraînement pour justement, il y avait quand même un petit travail de stratégie. Maintenant, sur la partie judging vidéo, parce que nous, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur au French, on a dédié des juges dans chaque catégorie. Donc là, en fait, on prend nos coachs qui sont level 2 au minimum et au maximum qui sont level 3, en fait. Donc, c'est des juges qui ont une certaine expérience dans le CrossFit et qui coachent depuis très longtemps et qui sont dans le CrossFit depuis très longtemps. Et en fait, à partir de là, on fait un judging vidéo par rapport aux personnes qui sont qualifiables et on regarde ça sur chaque entraînement. Donc forcément que peut-être qu'il y ait quelqu'un qui est 60e dans une catégorie, on en prend 32, on n'aura peut-être pas vu sa vidéo, forcément, parce qu'on ne peut pas voir les 500 000 vidéos. Mais par ailleurs, on va regarder toutes les personnes qui sont qualifiables ou très proches d'être qualifiées. Et c'est pour ça que forcément, il y a un bon nombre de pénalités qui sont tombées. Parce que malheureusement, actuellement, on a beaucoup de personnes qui font leurs vidéos tout seuls, ou alors qui le font avec des juges qui n'ont pas forcément l'exigence qu'on devrait avoir lors des entraînements. Et malheureusement, ça amène des pénalités, quoi. Mais pour nous, on reste juste et droit dans nos bottes par rapport à ce qu'on attend des standards de certains mouvements pour que justement on garde une certaine éthique et une certaine qualité de mouvement pour la finale qui aura lieu au mois de mai. Cool. Est-ce que, est-ce que tu comprends est-ce que tu comprends les athlètes qui parfois sont déçus ou ne comprennent pas les raisons des pénalités qu'ils peuvent recevoir? C'est quoi ton point de vue là-dessus?
Bah, c'est pas un point de vue très, très méchant, hein, dans le sens où moi, je peux comprendre un athlète qui ne comprenne pas. Maintenant, moi, ce qui me frustre, c'est que je ne comprends pas pourquoi un owner de boxe ou un coach dans une boxe ne soit pas assez exigeant avec les athlètes, justement, qui s'entraînent comme ça. Parce que souvent, les athlètes qui vont faire les qualifs, pas tous, hein, mais souvent, c'est des personnes qui vont s'entraîner tout seuls et qui vont prendre part à des programmations. Mais ça n'empêche pas que c'est des personnes qui doivent être suivies derrière. Et la qualité des mouvements, je veux dire, il y a combien de personnes qui font les jerks et qui tendent jamais les jambes avant de redescendre la barre? Combien de personnes ils tendent jamais les jambes avant de descendre la barre sur les cleans? C'est quelque chose que tu vas voir de manière très souvent. Et après, la personne, elle va s'étonner de prendre 15%. Et c'est marqué clairement sur la feuille, il faut tendre les jambes avant de descendre la barre. Donc, s'il n'y a jamais personne qui accompagne ces personnes-là dans les box, bah, malheureusement, ces personnes-là, après, elles ne vont pas comprendre. Donc, je pense que c'est aussi aux personnes qui sont les honneurs et les coachs des salles en fonction des disponibilités et du travail de chacun, bien sûr, et que chaque box est indépendante, d'aussi se responsabiliser et de responsabiliser chaque athlète de sa salle pour justement éduquer les athlètes sur les qualifications et les mouvements. Exemple, hier, j'ai eu 2 athlètes qui faisaient des qualifications pour une compétition et m'ont demandé, voilà, je te montre ma vidéo, qu'est-ce que tu en penses, etc. Bah, je dis, bah, moi, pour moi, il faut la refaire parce que si tu l'avais fait au French de cette manière-là, nous, on t'aurait invalidé. Donc après, peut-être que ça passera, mais pour nous, c'est pas bon. Donc, il faut que tu le refasses. Donc, forcément, c'est frustrant, mais au moins, tu montres une certaine exigence et ce que tu attends auprès des personnes par rapport à ça. Maintenant, je veux dire, nous, on n'est pas les seuls à faire ça. Encore hier, j'ai vu passer des messages sur le Instagram d'athlètes qui se sont fait pénaliser au quart de finale et qui ont perdu la qualification en demi-finale parce qu'ils n'avaient pas fait. Ils n'avaient pas bien respecté les standards, ils ne s'étaient pas redressés sur une box, quand il fallait se redresser sur la box, notamment sur le Wodin avec les step-up, etc., etc. Donc, je veux dire, c'est pas nous, les French, qui sommes méchants ou quoi que ce soit. C'est simplement quelque chose qui est de base et qu'il faut respecter et qu'on gardera toujours, en fait. Et je sais que Marseille-sur-Nantes, par exemple, il passe énormément de temps à regarder les vidéos, parce que je suis en contact et toi aussi, notamment avec John, et ils font le même travail de SAP, entre guillemets, de faire en sorte que ça soit le plus juste possible, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a eu un glissement sur ces dernières années au niveau de parfois la qualité du judging, parce qu'il y a une multiplication des compétitions, une multiplication des athlètes qui participent aux compétitions et parfois une perte un petit peu de la culture autour des standards. Mais il faut quand même bien comprendre que c'est un sport enfin, le CrossFit, quand c'est pratiqué comme un sport, et bah, du coup, comme tout sport, ça a des conventions et que donc un hors-jeu, c'est un hors-jeu. Pourtant, tu as marqué le but, ouais, mais tu étais quand même hors-jeu. Et que aussi, parfois, le judging vidéo, c'est aussi quelque chose que parfois les gens ont du mal à comprendre, peut s'avérer plus sévère que le judging en live, pour la bonne et simple raison que toi, tu as l'écran, que si tu as un doute, tu peux faire un arrêt sur image, tu peux demander l'avis d'un tiers qui est à côté. Ta décision, elle n'est pas forcément à prendre dans l'instant. Et que donc, une nouvelle fois, comme dans le sport, quand il n'y a pas de judging vidéo, des fois, il y a des choses qui peuvent passer en live et qui ne passeraient pas dans qui ne passeraient pas dans la vraie vie ou qui ne passent pas après un arrêt sur image et qu'on peut toujours mettre en lumière l'erreur d'arbitrage, que ce soit au tennis, une faute qui est notée bonne, enfin une balle qui est notée bonne alors qu'elle est faute, que ce soit un coup illégal en sport de combat qu'on arrive ensuite à revoir, et que donc une nouvelle fois, c'est sûr que le judging vidéo, il est plus rude que le judging en live. Maintenant, les standards et notamment les amplitudes de mouvement, bah, bien sûr que ça doit être respecté. Et en plus, je dirais que pour le coup, ça, c'est très en lien avec la méthodologie CrossFit en elle-même, puisque c'est vraiment une méthode qui, depuis le jour 1, a mis en avant cette notion d'amplitude pour toutes les raisons de performance qu'on connaît, mais aussi pour les raisons de longévité. Cette idée que, notamment, bah, si tu brises pas la parallèle souvent dans ta vie de tous les jours, bah, un jour, quand tu es vieux, bah, et qu'il faut te relever après une chute, bah, peut-être que tu te blesses plus facilement parce que tu n'as plus l'habitude de fléchir la hanche, etc. Et donc, ça fait aussi partie de notre héritage. L'autre truc, moi, c'est vraiment mon avis, c'est que c'est aussi une question de justesse. C'est-à-dire que là-dessus, tout le monde trouvera à redire, mais au moins, quand ton judging et quand les standards ils sont très clairs et très bien établis, eh ben, oui, ok, tu sabres, mais au moins, tu sabres tout le monde de la même manière parce qu'ils n'ont pas respecté le standard et que parfois, ce que parfois les athlètes ne comprennent pas, c'est que c'est pas au juge, surtout en vidéo, de deviner exactement si le mouvement est respecté ou pas. Et c'est vrai que je trouve que parfois les athlètes, même élites, les plus forts, ne donnent pas toujours le bon exemple. On a vu des vidéos circuler avec Tia Claire Toumi ou même récemment la vidéo de Patrick Vellner qui prend des no-reps sur les step-up, même si les deux ont des attitudes très cool lorsqu'on évoque ces choses-là, ils admettent complètement
leur faute. Mais une nouvelle fois, quand on veut performer au plus haut niveau, et ben, c'est à l'athlète aussi, à son juge, à son entraîneur et tout, mais c'est aussi à l'athlète de tout faire pour qu'il y ait pas de doute, OK, sur l'exécution de ses règles, de rendre la vie facile aussi à la personne qui va venir, juger la vidéo et de pas instaurer le doute. Parce qu'une nouvelle fois, dans l'exemple que tu donnes: «Tiens, je te montre ma vidéo, dis-moi ce que tu en penses». Bah, tu sais très bien que si ça commence comme ça, déjà tu as 90 de chances pour qu'en vrai, s'il y a un doute, bon, bah, il y a pas de doute, c'est pour ça que la personne te le demande et tu sais déjà que tu vas l'ouvrir la vidéo, mais qu'il y a de fortes chances que malheureusement, effectivement, ça ne respecte pas les standards et je pense que vraiment il y a il y a un beau renouveau qui est en train de se faire de ce côté-là. Donc c'est pas agréable pour les athlètes qui se prennent des no-reps et compagnie à l'instant T parce que le standard s'est un peu émoussé avec le temps, mais que en fait, tout ça, ça va faire du bien. Ça va faire du bien à la compétition, ça va la rendre plus juste, ça va faire du bien à la méthodologie parce que ça va rappeler au grand public ou aux gens qui vont regarder, les compétitions de CrossFit que vraiment, les amplitudes qu'on recherche, la qualité d'exécution qu'on recherche, c'est quelque chose avec lequel on badine pas et donc et c'est quelque chose qui était très présent, dis-moi si je me trompe, mais 2013, 2014, 2015, voilà, tu jouais pas avec la ligne et en plus de ça, tu te serais fait chier dessus par la communauté, du CrossFit dans son ensemble, si tu t'étais amusé, au plus haut niveau du moins à tenter de pas respecter ne serait-ce que les amplitudes. Donc je pense qu'il y a un vrai truc, il y a un vrai truc à faire, mais là, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton discours, c'est que tu dis aussi que pour ceux qui veulent aller au plus haut niveau, il faut qu'ils se comportent en professionnel et du coup, se comporter en professionnel, c'est eux, se filmer d'une manière qui rend évidente, OK, la lecture, OK, du standard ou son évaluation, mais c'est aussi se faire entourer par des gens qui sont compétents, qui ont l'œil qui avertit, un entraîneur et cetera aussi qui les a mis dans de bonnes dispositions, dès le départ, pour qu'ils aient pas besoin de trop réfléchir et que du coup, ils puissent Bah, se pousser fort dans l'intensité. c'est super important et je pense que, tu sais, nous, ça ne nous fait pas plaisir de mettre des no-reps parce que ça nous double le travail. Parce que le temps que tu envoies le message, que tu changes le score, la personne derrière, elle va souvent renvoyer un mail et donc ça tombe sur moi. Donc moi, je vais revisionner la vidéo, re-regarder, etc. Donc ça nous fait perdre un temps fou. Donc c'est sûr que c'est quelque chose d'important et je pense que dans tous les sports, la majorité des athlètes, ils ont des pros, ils ont un coach qui s'occupe d'eux et qui leur dit, je veux dire, toi qui es fan des sports de combat, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? McGregor, quand il prépare son combat de l'UFC, il ne fait pas juste s'entraîner, il ne fait pas des calories sur les cobayes. Je veux dire, il y a un moment où il va travailler sa technique, il va faire du sol, il va faire de la technique pied-point et il va faire en sorte de progresser. Et son coach, il est là pour ça. Donc, c'est pas que aussi l'aspect faire une programmation pour faire une programmation, tu as ton aspect technique et l'amélioration de ta qualité de mouvement qui va faire que, bah ouais, c'est super, tu es déjà très fort parce que tu es capable de faire un certain nombre de snatch et de burpees dans un temps qui est très court. Donc, c'est cool. Mais il y a un moment où il faut que tu ailles plus loin. Est-ce que tu peux pas améliorer ta qualité technique de mouvement pour économiser de l'énergie par rapport à d'autres qui en dépensent trop? Et je pense que, tu vois, il y avait une très bonne vidéo qu'on avait vue dans le Mobility Course en 2013 là, avec Kelly Starrett où il montrait la différence entre les overhead squats notamment de Rich Froning et les overhead squats de l'athlète qui avait gagné en 2010. J'ai un trou de mémoire sur son nom là, qui était le blond là, et la différence de qualité de mouvement, elle était incroyable. Le gars, il bougeait trop mal par rapport à Rich Froning, et du coup, il était plus rapide au début, mais plus l'entraînement avançait, plus en fait Rich Froning il le rattrapait, il bougeait de mieux en mieux en fait. Et sa qualité, elle était constante. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la méthodologie CrossFit dans mécanique, constance, intensité. Et ça devrait être mis en place aussi, même au plus haut niveau du CrossFit. Et ça emmènera aussi, je veux dire, souvent les personnes qui vont prendre des no-reps sur les vidéos, malheureusement, c'est quasiment souvent les mêmes. Donc c'est un peu dommage. Je veux dire, il y en a, je les revois tous les ans. Je me dis, putain, les mecs, sérieux, il faut évoluer, quoi. Il faut se remettre en question et essayer d'avoir quelqu'un qui te donne un petit peu de feedback, etc. Et je veux dire, c'est pas David Lenouvelle qui juge toutes les vidéos et qui met des no-reps aux mecs. Je veux dire, c'est une équipe de juges qui est neutre, qui connaissent même pas les athlètes. Je veux dire, ils les connaissent même pas. C'est des gars qui sont inconnus. Je veux dire, les personnes ils jugent des personnes qui ne connaissent pas. Donc, je veux dire, c'est vraiment d'une manière très neutre. Et moi, je fais en sorte de mettre des juges sur les catégories pour que ça soit le plus neutre possible, en sachant que je mets bien sûr les juges qui ont beaucoup plus d'expérience sur les catégories qui sont un petit peu plus importantes et plus regardées, etc., comme les RX et autres. Et notamment, c'est ça qui va rendre la chose de manière de qualité. Mais encore une fois, ce n'est pas un plaisir pour nous de mettre des no-reps aux gens parce que ça nous fait perdre énormément de temps et on préférerait valider toutes les vidéos, on gagnerait beaucoup plus de temps. Et on peut peut-être se dire que parfois, si tu as des vidéos douteuses qui passent, c'est peut-être parce qu'elles sont validées. Après, bon, tout regarder, c'est aussi un enjeu. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que
plus pour ceux qui écoutent, plus vous avez d'ambition à faire de belles compètes et à participer à de beaux événements, et bah, plus en tout cas vous devez vous habituer dès le départ, quand vous commencez à faire des routes de qualification, à vous filmer, à être très carré dans votre process, que ce soit le fait d'avoir une vidéo de secours ou que ce soit simplement le fait, bah, cette fois-ci de vous orienter, pas de la manière qui nécessairement vous arrange, mais de la manière qui va rendre le travail des juges plus facile. Et en plus, si on se dit la vérité, bah, quand tu as quelqu'un qui se présente dans ses mouvements avec, les angles qui rendent le truc le plus lisible, bah, en vrai, des fois, si on se dit les choses, tu auras moins tendance à chercher la petite bête que si tu es obligé de scruter parce que la personne, elle est loin ou que tu as l'impression qu'elle a pas choisi, l'angle pour te rendre la vie la plus facile, et auquel cas, c'est là que tu vas parfois commencer à gratter et que c'est là que tu as encore plus de chances, du coup, d'avoir un judging d'autant plus sévère que, bah, il y a des choses qui ont été laissées, bah, à ton appréciation. Et malheureusement, vu que tu vas peut-être juger, allez, une centaine de vidéos, parce que oui, tu juges que ceux qui sont qualifiables, mais une fois que tu leur as mis une pénalité, bah, celles d'en dessous, elles sont de nouveau qualifiables, donc finalement, tu en juges plus, et c'est un process finalement qui est long. Et donc, au bout d'un moment, si tu as que, je sais pas moi, 30 places à offrir, et bah, forcément, tu auras tendance de vouloir les offrir à ceux qui bougent le mieux. Et une nouvelle fois, cette notion de respect des standards, on parle beaucoup des athlètes qui, entre guillemets, «subissent», des pénalités. Mec, tu fais un excès de vitesse, tu prends une amende, voilà, ça reste de ta responsabilité. Mais une nouvelle fois, souvent, j'ai l'impression qu'on n'inverse pas assez le raisonnement pour parler aussi de ceux qui font, vraiment tous les efforts pour bouger en respectant les standards d'exécution, à fond, et en étant, à fond dans les standards, ce qui même du coup parfois peut-être les limite aussi dans leur intensité. C'est-à-dire que c'est l'un des autres concepts très intéressants aussi du CrossFit, c'est la notion d'entraînement de palier et cette liaison entre l'intensité d'un côté et la qualité technique de l'autre. Donc il y a un truc dont on parle dans le level 1 et qu'on réutilise dans le level 4, du coup qu'on appelle l'entraînement de palier, qui consiste à mettre l'athlète à la vitesse où, pour reprendre une vieille formulation de Glassman, il démontre un chrono entre guillemets 20 sur 20 avec une technique 18 sur 20. La technique 18 sur 20, c'est jamais une excuse pour mal bouger. C'est notamment au niveau des amplitudes. C'est juste de comprendre que parfois, dans les choses qui sont dynamiques, extension de hanche ou autre, il y aura parfois une petite déperdition tellement on recherche l'intensité. Donc moi, sur la question du non-respect des standards et le fait de savoir parfois, oui, mais est-ce que les mouvements, ci et ça, facilitent pas tel ou tel truc, et on est face à des athlètes qui ont besoin de bouger vite, bah ouais, mais une nouvelle fois, c'est du sport, mais on pratique le crossfit. Et donc, le crossfit, dans l'un de ses thèmes premiers, puisque c'est l'un des sujets qui est abordé dans le L1 le jour 1, il y a cette notion, ok, d'alliance entre technique et intensité. Et donc, c'est normal de récompenser celui qui parfois va volontairement peut-être limiter un tout petit peu son intensité, mais pour avoir la certitude d'avoir la technique nécessaire pour venir chercher les points de passage, si on parle des standards qui vont lui donner le point, versus, versus l'athlète qui va aller un tout petit peu trop loin dans son intensité, tant et si bien que sa mécanique se désagrège un petit peu trop pour accueillir ces points-là. Donc, une nouvelle fois, c'est vraiment ça, c'est intimement lié au CrossFit. C'est toutes les problématiques qu'on embrasse à l'entraînement dans les box, mais que finalement, on retrouve aussi au plus haut niveau dans la compétition. Donc, au final, quand tu te fais, quand tu te prends une pénalité, c'est pas un jugement de valeur sur toi en tant qu'athlète, mais c'est déjà la seule manière d'être juste, mais c'est aussi parce que tu es allé à la faute, heu, en tant que pratiquant de CrossFit, puisque tu as mal appliqué à toi-même ou tu t'es pas mis dans une situation où ton encadrement t'a permis d'appliquer au plus juste ce fameux entraînement de palier, et donc tu as été un petit peu trop loin dans l'intensité. OK, bah, tu as perdu un peu de qualité de mouvement, bam, tu prends une pénalité. À l'inverse, c'est sûr que si tu commets l'autre erreur qui consiste à être tellement focalisé sur, ta qualité de mouvement que tu en oublies l'intensité, bah, tu seras trop lent, tu marqueras moins de points et tu te feras punir. Donc je pense vraiment que c'est tout ça le jeu du CrossFit. On a pendant très longtemps, on a eu tendance, ou même quand on commence, on a tendance à croire que le jeu d'un WOD de qualif, par exemple, eh bah, c'est de marquer le plus de points, OK, ou d'aller le plus vite possible, alors que non. Le jeu du WOD de qualif, c'est de marquer le plus de points possible ou d'aller le plus vite possible dans le respect de l'entraînement de palier, c'est-à-dire dans le respect de la technique, qui va te permettre de gratter les points. Et ensuite, quand tu arrives dans une compétition en live, bon, bah, là, on sait que c'est parfois d'autres lois du sport qui vont dominer. Ça va dépendre de ton jus, ça va dépendre de l'instant, et moi, je le dis souvent, mais c'est vrai que
le jour de la compétition, bah, si ton juge il vient pas te pénaliser alors que toi tu respectes pas exactement les standards, c'est plus, enfin c'est plus de ta responsabilité. C'est toi qui décides de faire des entorses. C'est pas beau joueur, c'est pas fair play. Ok, la plupart du temps, mais on gagne pas toujours en étant le plus propre possible, quoi. Donc voilà. Donc après, ça fait partie du jeu. Et en tout cas, je suis content moi de voir que ce soit au French ou là cette année au quart de finale, même si ça a pu faire de la peine à beaucoup d'athlètes et c'est vraiment pas l'objectif. Mais je suis content en tout cas qu'il y ait cette espèce d'effort qui sont en train vraiment d'arriver très très fort dans beaucoup de compètes pour voilà, pour réassainir le niveau de standard, parce qu'en fait, c'est aussi un retour à ce que c'est véritablement que la méthode. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. J'aurais pas grand-chose à dire de plus, mais je pense que c'est clair que le côté jouer sur l'entraînement de palier et gérer son intensité et bouger d'une certaine manière, en général, c'est ce qui te fait rester longtemps dans le métier. Et si on prend par exemple un athlète français qui est là depuis le début, qui est Johan Gigor, je veux dire, depuis le début, il a quand même fait en sorte de bien bouger, de démontrer une qualité de répétition qui était propre pour justement éviter les no-reps. Et moi, j'ai jamais eu de souci avec lui au French et j'ai jamais entendu parler de lui sur aucune compétition. Après, je suis pas tous les jours avec lui, mais c'est quelqu'un justement qui s'applique sur les standards, qui fait en sorte de respecter ça dans sa boxe et qui instruit ça justement à ses athlètes et automatiquement, bah, il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Donc, c'est encore une fois, c'est le côté où tu cherches la technicité, où tu cherches à être un bourrin et je pense que ça se retrouve notamment dans les sports de combat ou dans d'autres sports où tu vas avoir celui qui dit ouais, voilà, faut se castagner, faut se castagner, et celui qui va dire ok, on va travailler la technique et c'est ça qui va te permettre aussi derrière d'aller gagner des combats, quoi. Donc voilà, je faisais un petit Ouais, parallèle pour toi, pour les sports de combat. c'est gentil. Mais tu verras, je pense aussi, là, cette année, j'espère que l'avenir me donnera raison, mais j'espère vraiment voir les athlètes français briller et se faire plaisir au semi. Mais je pense vraiment que celui qui a enfin, son épingle à sortir, c'est quand même Victor Hofer. C'est pas une surprise. Tu vois, mais tu vois, typiquement, je pense que Victor, lui, cette année, pour avoir vu un petit peu de loin, je dis ça en rigolant, tu vois, j'envoie un message à André, je lui dis, ah, je suis sûr qu'à nos shortcuts, il n'y a personne qui a pris des pénalités. Il a rigolé, il m'a dit non. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait les WOD de qualif ensemble, c'est dans le home gym d'André. Donc, ils se sont donnés les uns les autres cet encadrement. Et puis, et puis j'en ai pas parlé avec Victor, mais j'ai vu que de loin, il était encadré par Steven Fawcett, le temps de ses WOD de qualif et tout. Et l'autre fois, on échangeait un peu sur Insta, sur l'entraînement, sur le squat, etc. Et je sais que Victor, il fait beaucoup de travail et d'efforts pour optimiser encore ses mécaniques de mouvement, mais une nouvelle fois dans cette quête de recherche de points, tu vois, et donc d'avoir un mouvement qui est plus propre, plus lisible. Et moi, à chaque fois que je le regarde bouger, ça me paraît de plus en plus évident. Et c'est ces petits ajustements, ces petites finesses qui vont permettre à un athlète qui a déjà un fitness incroyable, mais d'aller chercher ses points, d'aller éviter de partir un petit peu à la faute et de perdre des points bêtement, un peu comme au tennis. Tu vois, on dit ouais, c'est dommage de perdre des fois des petits avantages sur des choses un peu simples. Et vraiment, j'espère que en tout cas pour ce qui le concerne lui, sur les 2 dernières années, et cetera, bah, cette espèce d'encadrement plus professionnel, sans rien enlever aux gens qui s'occupaient de lui avant, mais si c'est peut-être aussi une conscience accrue de ce qu'il faut faire pour aller, au plus haut niveau, et bah, vraiment ça va lui permettre de s'exprimer. Parce qu'une nouvelle fois, tu parlais à nouveau des gens qui sont là depuis longtemps. Alors ouais, nous on parle de Yo-Yo parce que c'est un mec qu'on connaît au sein du French, mais regarde là, dans les semi-finales, regarde les mecs qui terminent en tête de classement, des votes d'écart. Putain, Björkvin, il est toujours là. Tu vois, comment il s'appelle? C'est fou, hein, Koski, il est toujours là. squat Et, d'André. et c'est dingue. Franchement, moi, je me rappelle, j'ai donné cet exemple. J'ai dit, je me souviens que André, on venait regarder les Invitational à la maison. Ok, je mettais le vidéo au projecteur. André, il avait 18 ans. Et il disait, ah, regarde la technique de Björkvin, un jour j'aimerais bien avoir une technique comme la sienne, etc. Et je veux dire, André, lui, il a eu le temps d'aller jusqu'au CrossFit Games, de prendre entre guillemets une retraite de sa vie d'athlète, et Björkvin, il est toujours là. Je me rappelle la première fois qu'on est allé au CrossFit Games où Yona, il était déjà là, et c'était le petit protégé à l'époque de Miko Nico Salo. Salo. Il avait tout juste 19 ans. Et il y a 10 ans quasiment qui se sont écoulés. Il y a 10 ans qui se sont écoulés complètement. Et il est toujours là. Et c'est rarement des athlètes que tu vois dans la sauce. Euh,
vis-à-vis de leur qualité d'exécution de mouvement. Donc il y a vraiment ce truc aussi comme tu l'as dit, de performance long terme, vraiment qui compte. Et voilà, et c'était cool. Est-ce que pour conclure le podcast, tu pourrais partager avec nous, Alex, une indiscrétion ou du moins une raison qui ferait que toi, si tu étais spectateur, t'irais à la LDLC, au French, du coup, mi-mai? Ouais, déjà, la première chose, pourquoi j'irai au French? La première, c'est déjà, moi qui suis fan des lieux, des grands stades et des grandes salles, etc. La LDLC, elle est très belle. Comme tu disais, c'est quelque chose qui a été aménagé. Tony Parker, il a vachement aidé aussi à l'élaboration de ce stade. Donc, en fait, c'est fait vachement à l'américaine. Tu vois, les tribunes sont très proches du floor. Donc, les gens, ils vont être quand même très, très proches des athlètes quand ils vont bouger. Donc, voir les athlètes des demi-finales, donc c'est-à-dire les meilleurs athlètes hommes et femmes et équipes européennes, notamment plusieurs athlètes français, hommes, femmes et équipes, ça va permettre justement aux gens de voir ce que c'est le plus haut niveau. Mais à côté de ça, le côté communautaire, ça va vraiment être très sympa parce que généralement, tu as quand même toujours un ou deux potes qui font la compétition. Hein. Si tu es dans le crossfit, tu as des gens d'un peu partout, tu as au moins une personne que tu connais dans une équipe. Donc déjà, pour ça, il faut venir. Et l'autre chose, c'est qu'on a mis en place vraiment des jeux de lumière, un sol assez sympa, etc. Enfin, quand je dis un sol, un déplacement sur le floor qui va rendre la chose très visuelle. Donc, ça serait vraiment dommage de rater les French cette année. Et ça va être très cool. On a fait une programmation très sympa. Les gens ils vont s'amuser. On annonce les WOD très rapidement. Aujourd'hui, là, on est le 2 mai. Donc, je ne sais pas quand est-ce que tu vas publier, mais nous, on annonce déjà un des WOD là aujourd'hui, le WOD numéro 1. Donc, c'est une petite indiscrétion justement qui va sortir. Ça va être très sympa. Les gens vont se régaler et s'amuser. Donc, ça va être cool, quoi. Impeccable, impeccable. Eh bien, écoute, je propose qu'on se quitte sur ça. Dave, ça m'a fait plaisir de voir ta frimousse et je te revois de façon rapidement. Les gars, c'était le dernier épisode en date du Shaker Show. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!